C'est vrai qu'en France, on met souvent en avant les inégalités de revenus, de salaire, comme étant le problème majeur qu'il faut corriger en termes de politique économique, de politique publique. Qu'en est-il réellement et si finalement le manque de mobilité sociale nous coûtait encore plus cher? Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. On parle de tout ça parce que il y a à la fois une étude qui est sortie de l'Institut Sapiens, d'obédience libérale, et c'est pas un gros mot, et aussi un colloque à l'Assemblée nationale sur tous ces sujets. Et tout ça, voilà. Et en fait, le vrai sujet, on parle souvent des inégalités de revenus, c'est ça dont on parle souvent. En réalité, le vrai sujet, c'est inégalité de patrimoine, plus d'ailleurs que le revenu, et bien plus que ça, et qui nous coûterait 10 milliards d'euros, nous dit chaque année à la France, c'est le manque de mobilité sociale. De mobilité sociale. C'est-à-dire qu'en gros, si on est fils d'ouvrier, on va rester fils d'ouvrier. C'est ça finalement Oui, alors si on simplifie, oui, bien sûr, c'est ça. Et donc, en fait, les experts s'accordent effectivement à dire aujourd'hui que les inégalités, bon, quand on regarde en comparaison d'autres pays comparables, de l'OCDE, de pays européens, on est plutôt dans le peloton de tête des pays les moins inégalitaires. On n'est pas parmi les meilleurs, mais… Après redistribution. Après redistribution. Après transferts sociaux, etc. Exactement. Et donc, il y a besoin, ce qui est aussi frappant, c'est qu'il y a besoin de plus en plus de transferts sociaux, ou en tout cas de garder un volume de transferts sociaux très important pour contenir les inégalités. Parce que finalement, avant transferts sociaux, on est quand même dans une société relativement inégalitaire. Et surtout, ce que les experts notent de plus en plus, c'est que ces inégalités se reproduisent de génération en génération. Et elles posent d'autant plus problème, ces inégalités, si de génération en génération, on n'arrive pas à les effacer, ou en tout cas, on ne permet pas à quelqu'un d'avoir la perspective de s'élever dans l'échelle sociale. Donc, l'OCDE d'ailleurs avait calculé qu'il fallait je ne sais plus combien de générations. 6 générations pour qu'un enfant dont les parents ont les revenus les plus modestes pour arriver au salaire, je ne sais plus si c'est moyen ou médian, mais en tout cas, ce chiffre-là avait beaucoup marqué. Combien de générations il fallait? 6. 6 générations. Alors que dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est plutôt 4, 5 et qu'on est devant beaucoup de pays sur cet indicateur. C'est-à-dire qu'il faut plus de générations à des gens pour atteindre le revenu moyen quand ils partent de très bas. Et on peut vraiment clore le débat sur les inégalités de revenus en disant finalement, voilà, c'est suffisamment corrigé quand on compare avant et après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'aggravation? Non, bien ces sûr. Dernières années avec la crise de ce qu'on appelle ces inégalités de revenus. Quand on regarde beaucoup d'indicateurs… et de patrimoine aussi d'ailleurs. De patrimoine, bien sûr. Alors, Thomas Piketty, un célèbre économiste français, dit qu'effectivement, la concentration de patrimoine est toujours plus importante. Mais en même temps, si on n'arrive pas à avoir de la mobilité sociale, de génération en génération, on accumule du patrimoine. Et on peut se demander si, pour éviter les concentrations de patrimoine, il faut que tout le monde puisse changer, évoluer dans l'échelle sociale. Il faut que certains qui ont commencé en bas de l'échelle sociale, ou dont les parents en tout cas étaient en bas de l'échelle sociale, puissent s'élever, ou s'il faut beaucoup taxer les patrimoines. Et donc ça, c'est effectivement une autre question un peu idéologique. Mais s'intéresser à la mobilité sociale, ça permet aussi de s'attaquer au final, si elle marche beaucoup mieux, aux inégalités de patrimoine. En revanche, les inégalités de revenus, on voit que non, malgré la crise, elles ont très peu évolué, et puis même par rapport aux années 70, en fait, elles ont beaucoup diminué. Ensuite, elles ont stagné dans les années 80, elles ont un peu parfois remonté pendant une petite période, et puis elles sont revenues à un niveau… il y a eu très peu d'augmentation des inégalités, contrairement en France, contrairement à dans d'autres pays. Et donc, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire mieux, mais on ne peut pas dire que ce soit le problème principal. Oui, grâce notamment à la sécurité sociale, voilà, aux allocations, à la lutte contre la pauvreté, voilà, pendant la crise. Donc on peut estimer qu'on n'en fait pas assez, mais malgré tout, quand on regarde les chiffres… Voilà, et puis il faut regarder comment les inégalités augmentent. Est-ce que c'est des inégalités qui augmentent par le haut, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus riches? Et est-ce que c'est des inégalités qui augmentent par le bas, c'est-à-dire que des gens se retrouvent toujours plus pauvres? C'est assez contrasté, mais par exemple, on voit que depuis la crise, les inégalités ont un peu rebaissé. Pourquoi? Là, pour le coup, c'était parce que les inégalités ont aussi un peu baissé par le haut, c'est-à-dire que quand les fortunes boursières diminuent, quand la bourse diminue, on s'aperçoit que les inégalités baissent. Et donc, si vous voulez,
quelqu'un qui a un énorme patrimoine en bourse, s'il vend ses actions d'un holding familial, les actions elles vont s'effondrer. Donc en fait, cette fortune, elle n'est pas, immédiatement disponible, etc. Donc ce qui est important, c'est de voir sur le long terme, est-ce que les inégalités de revenus s'écartent? Et là, pour le coup, elles ne s'écartent pas forcément. Donc le vrai sujet, ce serait à traiter, et d'ailleurs c'est le fond quelque part de ce que le président Macron nous avait vendu aussi, c'était de dire qu'il y a un problème de mobilité sociale en France. La faculté des enfants à vivre mieux que leurs parents aujourd'hui est problématique. Et c'est ça en fait, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Je vous lis une phrase que la chef économiste de l'OCDE, qui est une ancienne conseillère de François Hollande, a écrit. C'est « La France souffre non pas trop d'une faible redistribution, mais d'une inégalité des chances qui perpétue les situations économiques et sociales de génération en génération. » C'est le milieu social des parents qui va déterminer la scolarité de l'enfant et en beaucoup, il y a des chiffres assez frappants, même si évidemment une dose d'inégalité, on comprend bien que quand on a des parents aisés qui ont accès à la culture, qui ont accès à un certain patrimoine économique, etc., c'est normal que peut-être que leurs enfants réussissent, soient un peu avantagés ou qu'ils transmettent une culture de travail. Mais un enfant de cadre aujourd'hui, il a 4 fois et demi plus de chances qu'un enfant d'ouvrier d'appartenir aux 20% les plus aisés. Voilà, donc ça, je crois que ce régime, où parmi les 10% les plus modestes, plus de la moitié sont des enfants d'ouvriers, alors que ça ne représente pas du tout la moitié, les ouvriers, ça ne représente pas du tout la moitié de la population. Donc on voit qu'il y a une forte reproduction de ces inégalités sociales, et ça s'explique par plein de facteurs qui sont spécifiques à la France et sur lesquels, pour le coup, on peut agir. On voit que les résultats de l'école française par rapport aux moyens mobilisés sont extrêmement mauvais. Et peut-être parce que justement on ne mobilise pas ces moyens au stade où beaucoup de domaines. C'est le tout début. Voilà, il y a plein de domaines scientifiques qui montrent les neurosciences, des études de sociologues, notamment d'Europe du Nord, etc., qui montrent que, en fait, si on investit, plus tôt on investit dans l'enfance et plus les inégalités de résultats sont réduites. C'est-à-dire que si on laisse passer l'école maternelle, qu'on laisse passer l'école primaire, c'est trop tard. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Emmanuel Macron avait vu quand il dédouble les classes, quand il dédouble les classes dans les zones défavorisées. Oui, vous avez raison. En REP et en REP+. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas suffisant, parce qu'on fait aussi avec les contraintes budgétaires. Mais c'est cet esprit-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Édouard Philippe, hier, dans son discours de politique générale, a annoncé qu'ils allaient dédoubler les classes encore dans les zones défavorisées. Alors, il faut qu'ils déterminent le périmètre exact pour les grandes sections de maternelle. Donc, ils reculent encore l'âge, ils commencent encore plus tôt. Plutôt que de passer au CE2. Ça va dans le bon sens pour le coup. Donc, d'après ces experts et ces études, effectivement, ça va dans le bon sens. Il faut savoir que nous, en France, on investit beaucoup sur le collège et le lycée. Et à partir du moment où, en fait, les destins scolaires sont déjà joués. Voilà, surtout quand on sort, si on n'a pas de bons résultats, on sort un peu, on peut sortir du système éducatif sans aucune qualification. Il y a quand même 140 000 jeunes chaque année à peu près qui sortent sans aucune qualification du système éducatif. Et quand on a moins de compétences scolaires, on va faire des études plus courtes, on va s'arrêter beaucoup plus tôt. Et en plus, comme le système de formation continue en France rattrape très peu les inégalités de diplômes qui sont considérés un peu comme le Graal, le diplôme qu'on obtient à 22 ans, définit un peu toute sa carrière professionnelle. Il y a plein d'entreprises qui ont des grades d'entrée dans l'entreprise avec des grades de salaire, des grades de fonction qui sont réservés aux titulaires de telle et telle école. Et si vous prouvez sur le terrain que vous êtes aussi bon, que vous avez acquis autant de compétences dans l'entreprise que ces fameuses personnes sorties de l'école, vous avez quand même ce handicap au départ, vous ne rentrez pas dans les mêmes grilles. Ouais. Ça veut dire quand même que c'est le rôle de l'école que de corriger encore une fois ce déterminisme social, ces inégalités sociales. L'école est défaillante, en tout cas au tout début. Oui, l'école est défaillante. Jean Tirole, qui est le prix Nobel français d'économie, dit l'école française, c'est un gigantesque délit d'initié. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui connaissent le système qui peuvent s'en sortir. L'information donnée aux élèves, l'information sur l'avantage relatif des différentes filières, etc., elle n'est connue que par les gens dont les parents, le capital, connaissent le système et donc savent s'en sortir. Donc pour quelqu'un qui est enfant d'ouvrier, investir dans des études financières
financièrement, qui va leur coûter très très cher relativement au salaire des parents, sans savoir exactement quels sont les débouchés de la filière, sans savoir exactement si vraiment ça va améliorer son sort. Il y a quand même un sentiment que de plus en plus le diplôme, que beaucoup plus de gens obtiennent un diplôme meilleur qu'il y a 10 ou 30 ans, etc., que ce diplôme n'offre plus une garantie de niveau de vie et de valorisation sociale la même qu'avant. Parce que il y a des diplômes qui sont totalement inadaptés au marché du travail et que souvent ça entraîne des déceptions. Et donc, il y a des études d'un sociologue français très connu qui s'appelle Raymond Boudon dans les années 70 qu'on a un peu oublié, qui montre qu'on fait un choix en fonction du coût et du bénéfice qu'on attend de ces études. Et si ce coût et ce bénéfice n'est pas clairement apparent, pour un enfant d'ouvrier, la famille va avoir beaucoup plus de réticence à s'engager là-dedans sans être sûr que l'investissement va en valoir le coup. Avec une question de confiance aussi. Et il y a une question de confiance dans ces enfants défavorisés ou milieu modeste, on va dire. La confiance qui n'est pas là et qui peut jouer un facteur quand on clé. voit inconsciemment les professeurs projettent plus sur un élève qui a plus de culture au départ, etc. Là, ils sont beaucoup mieux orientés, on les pousse à faire des grandes écoles. Ils sont d'ailleurs souvent dans les lycées qui mettent beaucoup d'enfants dans ces grandes écoles, on leur en parle. Voilà, donc ça avantage clairement les enfants qui viennent de milieux favorisés. Ouais. Un mot de cet Institut Sapiens qui nous dit 10 milliards d'euros le coût pour l'économie française de ce manque de mobilité, de ce déterminisme social. 10 milliards d'euros par an pour la Alors France. évidemment, c'est pour donner un ordre de grandeur, pour montrer que ça peut avoir aussi un coût économique. En fait, il montre que si ces élèves qui parfois sortent avec des métiers qui ne sont pas très bons, qui obtiennent des diplômes pas conformes à ce que demande le marché du travail, etc., s'ils se retrouvent au chômage, il y a moins de cotisations qui rentrent, ils payent moins d'impôts, ils consomment moins, ils ne payent pas assez de TVA, ça tire la spécialisation de l'économie française vers le bas et donc ça entraîne des pertes pour l'économie française qu'on comprend assez bien intuitivement. Même. Et les solutions qu'ils préconisent Les solutions, c'est d'investir un peu plus dans la petite enfance et d'augmenter massivement l'information à destination des élèves qui est très mauvaise dans le système français. C'est valoriser beaucoup plus les filières courtes et montrer qu'on peut réussir avec ce genre de filières, l'apprentissage, améliorer le niveau des professeurs qui opèrent dans les zones difficiles parce qu'on s'aperçoit en fait que c'est les professeurs les plus, avec le moins d'expérience et souvent les moins bien formés qui acceptent d'aller travailler dans ces zones. Donc il faudrait inverser un peu ça. Il faudrait vraiment concentrer les moyens sur les zones prioritaires, même si on donne un petit avantage aux zones prioritaires. En fait, on s'aperçoit que par élève, on dépense beaucoup plus dans les zones où il y a des élèves favorisés. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'il faut corriger. Donc voilà, Jean-Michel Blanquer, lui, est assez dans cette logique. Et le problème, c'est de savoir si sa politique va réussir à inverser la tendance. Et ça prend des années. Donc c'est une politique qui est beaucoup moins vendeuse que de dire « tiens, je vais mettre un impôt sur, j'en sais rien, moi, le 1% les plus riches, les 20% les plus aisés. » L'un et l'autre ne sont pas incompatibles d'ailleurs. On peut mener aussi non, bien sûr, ce n'est pas incompatible. Mais si vous voulez, au niveau du symbole ou travailler sur la mobilité sociale, forcément, ça prend beaucoup de temps. Cher Marc, on n'a pas la couverture cette semaine, mais je l'ai reçu hier. Donc la couverture, c'est sur l'écologie. Et de mémoire, le titre, c'était Vérité et Faribole. Voilà, c'est sur tous ces débats un peu scientifiques qu'on peut avoir. Est-ce que le glyphosate, c'est vraiment l'horreur absolue et le premier point auquel il faut s'attaquer? Est-ce que c'est vraiment le produit le plus nocif et toutes ces choses, le nucléaire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui empêche la transition énergétique ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui aide à ne pas avoir d'émissions de CO2? Et dans les pages éco. Et dans les pages éco, on a un papier sur le fonds activiste SIAM qui prend des participations minoritaires dans les entreprises françaises et qui critiquent un peu leur gouvernance, le manque de rentabilité de ces boîtes, et on se demande si c'est de nature à améliorer la performance de ces entreprises ou au contraire si ça déstabilise ces entreprises. Et on s'aperçoit que Bercy est de plus en plus inquiet et se dit qu'il y a certaines entreprises qui sont déstabilisées. On étudie le moyen de savoir comment réduire l'influence de ces fonds activistes dans les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises. Voilà, tout ça et bien plus à lire cette semaine dans le nouveau numéro. Donc, du Point, merci beaucoup Marc. Merci beaucoup David. Bye.